Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire avec Julien. Euh, on voit que vous êtes déjà nombreux pour parler avec nous aujourd'hui de Lean et de digitalisation du Lean. Donc, on va se présenter rapidement. L'origine de ce webinaire vient d'un partenariat qu'on a, partenariat naissant entre Fabric et Seven Shapes. En fait, on est deux acteurs du numérique et du lean, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a en commun, avec des approches assez différentes, hein, on va vous expliquer. Et on s'est dit que ça pouvait être vraiment intéressant de combiner nos deux visions euh, pour regarder quels sont les enjeux autour du lean aujourd'hui dans l'industrie, parce qu'on est des acteurs spécialisés dans le monde industriel, et comment ces enjeux évoluent avec tout ce mouvement de digitalisation, l'arrivée de solutions numériques. Voilà, Julien, je ne sais pas si tu as envie de compléter, peut-être donc on se présente. Ah, t'entends pas Julien, il me semble. Est-ce que là, ça Ouais, fonctionne? c'est bon. C'est bon? Ok, c'était un problème de paramètres. Donc, donc merci merci pour ce petit webinar qu'on a organisé à deux. Écoute, on va parler un peu de Lean traditionnel et de Lean digital, comment on passe du Lean, du démarrage en fait du Lean et comment on peut le digitaliser, qu'est-ce que ça peut apporter comme accélération, comme gain. Donc, l'idée, c'est de descendre un peu dans voilà, déjà d'expliquer un petit peu nos différentes activités, et puis ensuite de descendre sur la partie animation, à intervalles courts surtout, toute la partie digitalisation de la communication, remontée des problèmes, etc. Voilà. Juste à l'issue à la fin du webinaire, il y aura une partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur la partie questions. Voilà. Ouais, exactement. On essaie d'orienter ce webinaire un peu en mode table ronde, et l'idée, c'est que ce soit très participatif, Ouais. notamment parce qu'on a des visions qui sont, je pense qu'on a des visions assez cohérentes, mais Ouais. des approches différentes. Donc, c'est intéressant de les confronter Ouais. et puis d'alimenter un peu le débat autour de ces sujets. Alors, sur le programme, on va parler on va avoir 4 grandes parties. On va commencer par parler de lean et de performance, essayer de replacer un peu le sujet parce que ce sont des sujets assez vastes. Et Ouais. notamment, ce qu'on a en commun avec Seven Shapes, c'est plutôt travailler sur les fondamentaux, hein, tout ce qui touche au rituel d'amélioration continue. Parler aussi de la culture d'amélioration continue, comment l'insuffler. Seven Shapes étant un acteur autour de la formation Lean, c'est une expertise très forte que vous avez. Ouais. Euh, Ensuite, voir comment le numérique peut accélérer cette démarche, quels sont les leviers. Et puis, une dernière partie qui se veut un peu plus sous forme de discussion, de débat, et donc pour alimenter la conversation avec nos participants, comment savoir si on est prêt? Toujours la question éternelle. Est-ce que je suis prêt à courir? Est-ce que je sais déjà suffisamment bien marcher? Voilà, c'est des retours d'expérience, des infos que nos utilisateurs nous donnent au quotidien. Euh, alors, on va se présenter rapidement, on va aller assez vite pour redonner du contexte. Pour démarrer. Vas-y, Fabrique, vas-y. ouais, vous voulez dire un truc? Non, vas-y, François. Fabrique, nous, on est une solution de management d'atelier, donc on appelle ça, le terme souvent utilisé en anglais, c'est Daily Management System. La solution qu'on a proposée, qui est une solution en SaaS, hein, disponible, donc utilisée sur tablette, mobile, écran tactile, dans les ateliers de production. Elle permet en fait d'embarquer sous forme digitale toute la palette d'outils de l'excellence opérationnelle. Donc les fondamentaux, hein, ce qui va permettre à vos équipes de détecter des problèmes, de les escalader, de travailler sur leur résolution. Fabric, c'est vraiment une solution dédiée à la résolution de problèmes. Et donc, on va voir différents cas d'usage. Il y a 2 cas d'usage qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui. C'est tout ce qui touche au tour de terrain et bien sûr aux AIC, donc les animations de performance. Et voilà, et pour la carte de visite, carte d'identité de Fabric, on a un peu plus de 50 collaborateurs aujourd'hui. On a 4 ans d'existence et on est déployé sur un peu plus de 300 sites. Notamment à l'international, avec des acteurs leaders industriels, hein, dans leur secteur, dont vous voyez certains noms ici. Et une chose importante aussi, c'est qu'on n'est pas une solution dédiée sur. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a en commun avec Seven Shapes, c'est qu'on travaille avec
des gens dans plein de secteurs industriels différents. C'est ça qui est génial aussi avec l'excellence opérationnelle, c'est que ce sont des principes qui peuvent être appliqués, qu'on fasse de l'auto, de l'électronique, de l'agro, du luxe. Et voilà, nos acteurs sont dans ces différents secteurs. Je te laisse la parole, Julien. Yes. Ouais, donc du coup, Seven Shapes, donc nous, on est plutôt spécialisé dans la partie formation. Donc moi, mon histoire perso, c'est j'ai fait 7 ans en tant que lean manager dans les usines et puis ensuite 7 ans en tant que consultant. Donc là, j'accompagnais plutôt des entreprises. Moi, je viens du groupe Schneider Electric et donc les 7 années de conseil, j'accompagnais des entreprises dans tout type de secteur. Ça pouvait être de la toute petite entreprise de 10 personnes jusqu'à des très gros groupes de plusieurs milliers de personnes. Et donc, à chaque fois, j'avais une casquette un peu de formateur, très souvent, en fait. Et à l'époque, le nec plus ultra, ça restait les PowerPoint. Et je me suis dit que ça aurait été pas mal de changer un petit peu tout ça. Et donc, j'ai fondé Seven Shapes. Donc, moi, je suis PDG et fondateur de Seven Shapes. On est une quinzaine de collaborateurs et on travaille avec une quinzaine de consultants freelance, en fait, parce qu'on travaille avec des grappes de freelance. Nous, on propose des formations digitalisées qui sont basées sur du game-based learning ou du serious game. Donc, vous êtes à la tête d'une usine qui assemble des drones et petit à petit, suivant les parcours, vous allez apprendre les bases du lean management. Donc, ça peut être du lean manufacturing, du lean service. On fait un peu de supply chain aussi. Et on monte sur les niveaux, donc de white belt, je découvre, jusqu'à des niveaux experts black belt derrière. Donc, on a différents modules, différentes choses. On a différents types de learning et donc on accompagne même jusque sur le terrain, notamment grâce à nos consultants externes et nos formateurs, où on peut aussi hybrider toute la formation. Donc on peut faire 100% à distance ou 100% en présentiel ou un mix des deux. Et donc voilà, donc nous on accompagne on a formé plus de 10 000 personnes, on travaille dans plus de 20 pays. Et puis, et donc voilà, donc nous on se positionne vraiment comme une solution de formation pure, quoi. Voilà, et c'est aussi pour ça, pour commenter, qu'il y a un partenariat, une complémentarité assez naturelle. C'est-à-dire que Fabrique, nous, les projets de déploiement lorsqu'on déploie chez les industriels sont d'autant plus robustes qu'il y a déjà une culture d'amélioration continue, qu'il y a déjà, je dirais, des fondamentaux qui sont maîtrisés par les équipes. Et c'est là qu'on travaille ensemble. On a d'ailleurs quelques clients en commun, je vois plein ici. Il y a vraiment un cercle vertueux de travailler sur les deux. Ouais, et c'est l'objectif de ce webinaire, c'est d'en discuter. C'est ça. Donc, si on parle un peu de Lean, de quoi parle-t-on? Ouais. Alors, en gros, en fait, on va essayer j'ai essayé de résumer. On a essayé de résumer. Alors, c'est une grande, c'est une recherche constante, en fait, une constante recherche de performance. Alors, le Lean, ça nous vient de Toyota. Ça a été ensuite amélioré, itéré, etc. Et en fait, les démarches Lean dépendent beaucoup des entreprises, dépendent beaucoup des secteurs d'activité. Comme on le disait, nous, on peut intervenir autant dans des boîtes d'agroalimentaire qui fabriquent des dizaines de milliers de produits à l'heure, ou des boîtes du luxe qui vont fabriquer quelques produits par jour, ou des énormes produits ou des tout petits produits. Bref, c'est assez large, mais la philosophie elle est toujours la même. Vous voyez, il y a 5 grands principes du Lean. Je ne vais pas vous les redétailler, mais globalement, l'objectif principal, c'est toujours de mettre le client au centre, en fait, de qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, le client, ce n'est pas forcément que le client final qui achète votre produit. Ça peut être votre logistique, ça peut être votre entrepôt, ça peut être votre bureau d'études. Ça va dépendre. Et l'objectif, en fait, c'est toute entreprise, tout processus crée des gaspillages. Donc, il y a 7 plus 1 grand type de gaspillage. Donc, les 7 grands types de gaspillage, les attentes, les transports, les surstocks, etc. L'idée, c'est de les analyser, de les trouver, de regarder lequel est le plus impactant et ensuite de résoudre. Donc, de passer dans de la résolution de problèmes. Et tout ça en le faisant en mode intelligence collective, puisque 10 cerveaux, ça fonctionne toujours mieux qu'un seul, en règle générale. Et l'idée, c'est d'avoir une gestion de son flux, une amélioration. Souvent, on parle de temps de traversée, de délai, et souvent, c'est un peu le saint Graal d'être en maîtrise de ces délais. En général, quand on maîtrise ces délais, c'est qu'on maîtrise sa qualité, on maîtrise sa sécurité, on maîtrise la performance de ces machines. Alors ça, en fait, c'est une vraie philosophie d'amélioration. C'est un changement complet qui peut avoir un impact fort sur l'opérationnel pur, donc les indicateurs sécurité, qualité, coût, délai, etc. C'est aussi un gros impact sur la partie humaine, parce qu'on peut très souvent, le Lean peut avoir une grosse modification sur la partie organigramme de l'entreprise, l'organisation de vos lignes de production. On peut parler d'équipes autonomes de production, d'unités autonomes de production. Il y a une montée en compétences nécessaire, puisque
faut former pour comprendre les outils de base. Et suivant les niveaux, derrière, on peut aller chercher plus ou moins de gains. Je vous ai mis quelques gains types. Et puis, effectivement, le lean, ça a un impact financier derrière, puisque le fait de livrer à l'heure, ça permet d'avoir une trésorerie plus saine, d'avoir un fonds de roulement qui est meilleur et d'avoir à la fin un bilan qui peut être beaucoup plus équilibré. Nous, on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui arrivent à finir les années sans être dans la douleur et dans les cris, et qui fait que du coup, l'argent rentre et la trésorerie est meilleure. Donc en fait, nous, souvent, on reprend ces systèmes de belt qui nous viennent plutôt du Six Sigma, mais on reprend ce système de belt et on va pouvoir former différents niveaux. Donc de l'opérateur au technicien, on est plutôt sur des niveaux Yellow Belt. Et là, suivant le nombre d'actions, suivant votre stratégie, suivant le chef de projet qui va être là ou votre roadmap, vous pouvez aller chercher différents gains qui peuvent aller de quelques petits gains de 2 000 à 3 000 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça va dépendre de votre dynamique. On peut avoir après des green belts, ça c'est plutôt des chefs de projet, donc ça peut être des jeunes ingénieurs, des techniciens qui ont de l'expérience. On peut même monter des opérateurs qui ont beaucoup d'expérience sur des niveaux green belt. Là, on est plus sur des chantiers, donc on va aller chercher plus d'actions, plus de résolution de problèmes avec une équipe à gérer, des objectifs, un budget. Et puis après, on peut aller sur des niveaux black belt où là, on est sur des projets très transverses en règle générale. Souvent, on dit on va de dock to dock, donc de la matière première jusqu'au produit fini, et on va venir améliorer la chaîne de valeur complète. Donc, suivant votre dynamique et suivant qui vous allez former, il est hyper nécessaire en fait de bien comprendre la philosophie, les outils de base, et ensuite d'avoir un vrai plan de progrès et surtout une mise en place terrain derrière, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les basiques à avoir, et ça peut prendre plusieurs mois, voire années, pour que cette philosophie soit bien ancrée. Et la quasi-totalité des groupes du CAC 40, par exemple, ont des démarches d'amélioration continue, excellence opérationnelle, lean, on l'appelle de plein de manières différentes. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. J'en profite juste pour préciser qu'il y a un petit chat où vous pouvez poser des questions. Ouais. D'ailleurs, il y a une rubrique questions Ouais. à la fin, donc ça permettra d'alimenter la discussion au fil de l'eau. Yes. La question maintenant qui se pose, c'est comment insuffler une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose sur lequel vous êtes expert chez Seven Shapes, puisque vous travaillez beaucoup sur cette partie formation des équipes. Ouais, je vais continuer. En fait, alors nous en fait, vous aurez accès à des livres blancs à l'issue du training, à l'issue du webinaire, pardon, ça c'est ma déformation. Et Seven Shapes et de Fabrique. Et en fait, on a une partie dans le livre blanc où on identifie un petit peu qu'est-ce qui fait que la démarche Lean marche bien dans les entreprises. Est-ce qu'ont compris les grands groupes en fait beaucoup, que les PME sont en train d'aller aussi plus, mais la première chose, effectivement, alors déjà, c'est que dans la tête du dirigeant, il y a bien une relation entre l'amélioration continue et je vulgarise ça avec le cash. C'est-à-dire qu'il y a un lien d'excellence opérationnelle. Plus votre processus est performant, vous utilisez au mieux vos ressources humaines, vos ressources matières, vos ressources machines, et plus votre entreprise va être performante. Et donc, ça va se voir automatiquement sur la partie cash. Il faut qu'il y ait une compréhension de ça déjà en règle générale, sinon, ce n'est pas le bon moment. Le deuxième type d'entreprise, c'est l'entreprise qui a pris conscience mais qui doit déployer. Là, pareil, vous pouvez vous faire aider de l'externe, de consultants, de partenaires, de CCI, du MM. Il y a plein de manières en fait de se faire aider, d'aller visiter des boîtes qui mettent déjà de l'amélioration continue en place. Et là, en règle générale, vous allez devoir à un moment donné créer des relais terrain. Donc, c'est là où la formation rentre en compte parce que ça s'apprend sur le terrain, mais ça s'apprend aussi par un peu de théorie ou par un peu de pratique avec la Seven Shapes School, par exemple. Et donc, le troisième type d'entreprise, c'est une entreprise qui veut déployer plus vite. Et là, il vous faut effectivement des relais terrain avec des projets derrière et une roadmap. Et donc, ce que les grands groupes ont bien compris, c'est qu'il faut former continuellement, en fait, parce que du coup, vos clients changent, vos processus changent, vos produits peuvent changer. Et donc, c'est une recherche perpétuelle d'amélioration. On parle d'amélioration continue. Et donc, former tout le monde et avoir des vrais plans de formation et des vrais plans de formation calqués avec de l'action derrière. Nous, on aime bien avoir des yellow belt avec des actions terrain derrière ou des green belt avec des chantiers. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus… Le ROI est meilleur. Et donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la boucle votre partie RH très vite et vos dirigeants très vite. Ensuite, il faut bien adapter les niveaux, il faut adapter les rythmes.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. C'est votre rythme qui compte, en fait. Donc, il n'y a pas de dire, voilà, il faut que je fasse une formation tous les mois ou toutes les semaines. C'est vraiment adapté à votre activité. Il y a des moments où c'est pas le moment. Dans votre entreprise, il y a trop de travail. Il y a des moments où c'est vraiment le moment. Donc là, il faut vraiment y aller, quoi. Et donc, une fois que ces bases sont mises en place, et notamment la couche la plus importante, c'est l'animation à intervalles courts, les rituels, les remontées de problèmes. C'est là qu'une fois que ces rituels sont bien mis en place, sont bien travaillés, c'est là où vous pouvez passer sur du rituel animé. Et je te passe la main, François. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, je dirais un peu l'incarnation visible de cette culture, c'est la capacité à avoir des rituels qui sont tenus, animés par les équipes, qu'il y ait une adhésion des équipes à ces rituels. Donc ça clairement, c'est un des points clés sur le passage du digital. On va le voir après. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une certaine manière, un certain ancrage ou toi qu'on parle de rituel, quoi, il faut que ce soit mis en place et suivi. C'est difficile d'accélérer. Et c'est laïcé, quoi, le terme qu'on utilise souvent, permet vraiment de le matérialiser, quoi. Donc après, qu'est-ce que ça permet? Bah oui, ça permet, on va voir, c'est possible de le faire sur du papier, sur du tableau blanc, ce qui a été le cas pendant plusieurs décennies, et de 4 axes clés qui vont être en fait détecter, remonter des problèmes. Et c'est pas uniquement du management visuel parce qu'effectivement, on visualise les choses, donc ça crée de la discussion. Mais c'est aussi, en ayant une bonne culture d'amélioration continue, on va alimenter la discussion. Enfin, on va permettre aux opérateurs ou à des chefs d'équipe de prendre la parole de manière spontanée et de remonter des points qui n'auraient pas forcément été vus lors des tours de terrain ou ou dans les indicateurs. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a une dimension assez culturelle. Et c'est d'autant plus important quand ces points sont remontés de montrer qu'ils sont traités. Donc ça pose du coup la question du suivi de ces points, de dire en fait, ce problème-là qui a été remonté, il a été remonté, escaladé à telle équipe, il y a un plan d'action qui est fait, et la personne qui est à l'origine de ça, il faut aussi qu'elle puisse avoir ce retour d'information. C'est là que le digital peut apporter quelque chose, parce que ça crée de la transparence, et la transparence va aider à l'engagement et à l'implication des équipes. Voilà. Et puis après, il y a toute la partie action corrective et en aval de tout ça, la résolution de problèmes, où en fait, on va guider les équipes et s'assurer qu'elles puissent, de manière assez méthodique, aller au fond du problème, donc identifier la cause racine pour résoudre durablement ce problème. J'avais une petite question au passage, Julien. Tu dirais, toi qui as, je pense, une vue assez complète du niveau de maturité, la culture d'amélioration continue, dans les entreprises que vous voyez, notamment je pense aux petites moyennes, tu dirais que c'est quoi le niveau de déploiement, ou je ne sais pas si on parlait de taux de pénétration, mais... En fait, ce qui est assez. Alors, en fait, il n'y a pas trop il y a pas trop de surprises, mais les grands groupes, en fait, c'est ceux qui sont le plus en avance, en fait, dans la démarche Lean. En fait, pour une bonne raison. Ils s'y sont mis tôt, ils ont beaucoup de ressources et ils sont confrontés à des marchés internationaux aussi, donc de la concurrence. Et en général, quand il y a de la contrainte comme ça, pour être le meilleur, il faut absolument avoir les processus les meilleurs. Donc, du coup, ça oblige forcément à ce que tout le monde se focus sur l'amélioration des problèmes au quotidien. Par contre, ces entreprises vont également beaucoup sur le digital, notamment pour des raisons de capitalisation, pour des raisons un peu de gestion de communauté aussi. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas réinventer la roue constamment sur différents sites. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est souvent des sujets qui reviennent. Ensuite, côté PME et ETI, c'est un peu entre les deux. Ça dépend beaucoup, en fait, de la volonté des dirigeants, des comités de direction. On n'est pas super en avance en France quand je compare un peu d'autres pays. Alors, l'industrie, on n'a pas arrêté de le voir, mais en France, il y a un désamour de l'industrie, donc c'est assez compliqué si on compare ça à l'Italie ou à l'Espagne. Et en fait, ça va beaucoup dépendre avec qui l'ETI travaille. Si elle est un rang 1 d'un gros groupe automobile, par exemple, elle va être poussée à faire du lean. Et même c'est le Renault, par exemple, qui va aider son fournisseur à faire de l'amélioration. On peut avoir des consultants ou des experts qui vont venir migrer un peu chez ce fournisseur. Et c'est idem pour la PME. Moi, je connais des PME qui travaillent pour des industries automobiles en direct, qui sont très lean, et d'autres qui travaillent en direct avec des clients qui ne sont pas très lean. Ça dépend beaucoup de son marché. Aéronautique aussi.
Et l'aéronautique, par exemple, voilà, toute la partie supply en général sur l'aéro, c'est au top du top, et la partie lean également, quoi, parce qu'il y a des niveaux d'exigence qualité, des niveaux d'exigence de délai qui sont tellement forts qu'on ne peut pas avoir quelque chose où les délais sont variables, où la qualité elle est variable, quoi. Ça demanderait beaucoup trop On voit ça, d'investissement et c'est pas on voit rentable. ça nous aussi dans le monde de la logistique qui Oui, traditionnellement n'est pas forcément le plus mature d'un point de vue amélioration continue ligne, notamment ouais, la logistique prestation de services pour des industriels, où mécaniquement il y a une espèce de contagion, c'est-à-dire qu'il y a une incitation à faire du lean. Et donc, effectivement, je crois beaucoup à ces ponts qui se créent dans des filières entre les différents prestataires. ouais, On peut avancer un peu. ouais. Alors, on s'est dit avec Julien que c'était bien quand même de visualiser un peu ça. Donc, de quoi on parle? Lean traditionnel, je Ouais, pense que la meilleure incarnation, c'est sur le tableau blanc, ouais. CDP. Ouais, exactement. En fait, en règle générale, quand on va démarrer, on arrive dans une entreprise, il n'y a pas de rituel d'animation, ou en général, les rituels, ça va être des réunions qui vont se passer dans des salles avec assez peu d'indicateurs, assez peu de remontées. On prend l'archétype d'entreprise qui n'aurait pas du tout de management visuel. Donc, on a des rituels souvent assez lents, qui ne se font pas à fréquence courte. Donc, si vous produisez plusieurs produits par jour, eh ben, votre bon niveau de mesure, c'est peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures, et ensuite tous les jours, puis toutes les semaines, puis tous les mois. La première chose, en fait, c'est quoi vos indicateurs de mesure? Déjà, donc on part du SQCDP, donc sécurité, qualité, coût, délai, perf. Parfois, on met sécurité, qualité, délai et perf. Donc, dans la sécurité, on va pouvoir retrouver les accidents de travail, les presque accidents. On peut retrouver une notion de 5S aussi, de propreté. La qualité, c'est tous les coûts de non-qualité, les retours clients, etc. La partie délai, c'est votre capacité à honorer votre carnet de commandes client dans les délais et pas de replanifier 40 fois la même commande. Et la perf, c'est le temps passé versus le temps alloué, quoi. Voilà, vous devez passer 100 heures pour faire un produit, vous y passez 120, ben, c'est pas bon. Donc la partie perf matière aussi peut rentrer dans ce cadre-là. Et donc déjà, la première chose, c'est quoi vos indicateurs de mesure? Ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est quoi vos supports visuels? À quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un tableau blanc? Est-ce que c'est dans une salle? Est-ce que c'est au milieu de la prod? Ça va dépendre. Et ensuite, c'est quoi vos rituels? C'est-à-dire, quand ça va se passer? Qui va l'animer? C'est quoi les règles d'animation? Est-ce qu'on arrive avec une préparation qui est faite en amont? C'est quoi les bonnes règles pour avoir une bonne AIC? C'est pas une réunion, c'est un point de passage et ensuite on passe à la résolution de problème pour pas prendre du temps à tout le monde pour rien. C'est quoi vos relais? Et c'est là où du coup cette notion d'équipe autonome par exemple est hyper importante puisque si on parle de la production du client et tous les services autour vont être les supports. Donc la qualité, la logistique, la maintenance, les achats, etc. Qui participe à ces animations? Quels sont vos rituels? À quoi ça ressemble votre cycle d'animation? Et une fois qu'on a tout ça, bah là, après, c'est du travail, c'est faire les rituels, animer, ajuster. Et une fois qu'on a ça de bien posé, en règle générale, on ne revient pas trop en arrière. Ça va venir enlever vos réunions et ça va venir rendre efficaces toutes vos réunions. Par contre, effectivement, point de vue lean, faire des points comme ça reste du temps rouge, ça n'apporte pas de valeur, c'est un temps orange, c'est nécessaire. Mais par contre, rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de fichiers Excel qui vont se créer, par exemple, des notes. Les gens vont noter sur des papiers, des machins. Et ça peut prendre beaucoup de temps de préparation. Et c'est assez compliqué de garder aussi la partie trace capitalisation. Et c'est là où le digital peut, du coup, accélérer cette partie AIC tableau blanc, quoi. Oui, j'accentue sur un autre point, parce qu'on parle beaucoup de l'humain, de la culture, c'est on arrive à un stade où, dans des organisations qui ont déjà une certaine maturité lean, le fait d'avoir des outils non digitaux est un frein. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'équipes qui ne comprennent pas, qui doivent, je sais pas, perdre 30 minutes, 1 heure par jour pour mettre à jour des indicateurs ou de l'information entre les tableaux blancs qui ne communiquent pas. On a d'un côté des tableaux blancs en production, de l'autre côté des fichiers Excel, le fichier de la qualité, le fichier de la maintenance, etc. Donc, voilà, la clé, c'est un peu comment on facilite cette collaboration. Et donc, si on regarde un peu visuellement ce que ça donne, ce qu'on appelle le lean digital, ou l'amélioration continue digitalisée, ce sont différents cas d'usage qu'on a cités. On va en citer 2 notamment, qui sont l'AIC. On le voit ici, hein, on a une animation de perf classique qui est faite, où on a des indicateurs, la possibilité d'identifier des écarts, etc.
Ça va être les tours de terrain, des gembas, la possibilité, en fait, depuis le terrain, d'aller chercher de l'information, avoir de l'information riche et structurée pour prendre les meilleures décisions. Donc, observer des écarts et des non-conformités. Et puis, il y a tout le travail qui est un peu la clé de tout ça, c'est la réalisation d'actions. On le voit un peu, là, on a un exemple avec cette image, c'est on a un Kanban, on a une liste d'actions. L'objectif aussi d'une AIC, c'est d'impliquer les bonnes personnes pour que les actions puissent être faites. Et donc, ça veut dire impliquer non pas uniquement des équipes de production, mais avoir des équipes support, qualité, la maintenance, la sécurité, selon les problématiques. Et du coup, ça nous amène à cette question clé qui est souvent posée, c'est quel est l'impact, quel est le ROI du Lean, et donc le ROI du Lean digital. Et on a voulu le présenter de cette manière, c'est-à-dire d'abord voir sur les fondements quand même de la démarche restent ces principes du Lean traditionnel, même si le terme traditionnel est peut-être pas le plus adapté, mais c'est se dire, voilà, ce sont des règles qui doivent exister, qui doivent être présentes, et qui vont avoir le plus gros impact en termes d'efficience. On parle souvent de 5 à 10% sur un atelier par an de gains d'efficience, en insufflant cette culture de l'amélioration continue, cette intelligence collective avec les AIC. Je vais pas aller sur la partie flux parce que nous, on est un peu plus loin de ces choses-là, mais ça fait partie de la démarche. Je vais peut-être te laisser commenter cette partie. Ouais, en fait, souvent, moi, je prends l'exemple, imaginez que vous voulez vous mettre à faire de la course à pied. La première chose que vous allez faire, c'est pas d'acheter une montre connectée tout de suite. Admettons, bon, vous pouvez acheter une montre connectée, ça, c'est pas un problème, mais la chose la plus importante, c'est de comprendre la foulée, votre capacité, peut-être, voilà, vous allez acheter un short, etc. Des choses très basiques, en fait, de comprendre la technique. Course à pied, ça peut être, je sais pas, vous voulez vous mettre au motocross ou j'en sais rien. Bon, bah, il y a des bases, il y a des techniques, en fait, à apprendre. Et ensuite, la partie digitale va venir accélérer tout ça parce que vous avez les bonnes bases, en fait. Et c'est ça vraiment le plus important. Il n'y a pas vraiment de notion de temps, ça dépend. Il y a des entreprises où ça prend très vite la partie Lean et donc la partie digitale s'enclenche en quelques mois. Certaines entreprises sont moins matures, ça prend du temps. La culture, on revient de loin et donc ça prend plus de temps. Et donc ce rituel a besoin d'être là, puisque le digital est un support en fait. Mais derrière, faire une résolution de problème avec différents cerveaux, avec une animation, vous allez aller plus vite à faire votre Ishikawa ou votre résolution de problème ou un 5 pourquoi, donc le MRP, méthode de résolution de problème. Et donc, du coup, derrière, une fois que ces basiques sont là, forcément, ça va plus vite. Donc cette fameuse montre connectée va vous accélérer, va vous donner vos stats beaucoup plus simplement, régulièrement, de façon très fiable. Il y aura moins d'erreurs. Et donc, derrière, il y a tout un esprit Kaizen, en fait, d'amélioration continue qui va aller plus ou moins vite. Et déjà, le lead, là, on part sur 5-10% d'efficience sur un atelier. Mais moi, j'ai vu des entreprises gagner 20-30% dès la première année parce que ça a été très bien fait. Donc, finalement, du coup, cette partie ligne traditionnelle, entre guillemets, en fait, est hyper importante. C'est vraiment votre fondement de base. Il faut que vos bases soient très fiables. Et donc, ça va accélérer le digital parce que si vous n'avez pas ces basiques, bah pareil, hein, la partie digitale, j'imagine, François, fonctionne beaucoup moins bien, quoi. Ouais. Et je voudrais mettre l'accent sur un point, sur les indicateurs, parce qu'on le voyait ici, hein, Ouais. il y a effectivement toute une partie, notamment ici, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de données autour de la performance. Souvent, on nous dit, effectivement, un des points de friction majeur du Lean traditionnel, c'est la mise à jour des indicateurs, le mode visuel qui nécessite de récupérer de la donnée, de la mettre à jour, de la transmettre, etc. En fait, l'automatisation des indicateurs, le management visuel dynamique, c'est effectivement quelque chose de très puissant. Mais il faut avant tout que les équipes soient appropriées ces indicateurs. Si on pousse des dashboards ou des tableaux de bord les plus sophistiqués possibles, mais qu'en face, la donnée, elle n'a pas forcément de résonance pour la personne qui va le suivre, bah, il vaut peut-être mieux que la personne ait moins d'indicateurs et qu'elle aille chercher la donnée à la main tous les jours pour se l'approprier et s'assurer qu'elle est dans une démarche de résolution, plutôt qu'être en mode passif où on a beaucoup d'informations et on ne sait pas trop comment la traiter. Donc c'est ça vraiment le point, c'est effectivement, si on accélère trop vite, bah, ça peut déraper, quoi. Et la sortie de route, elle existe. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de s'assurer que vous avez le bon niveau de maturité pour ça. Et encore une fois, il ne faut pas mystifier, hein, on va le voir, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez, mais le passage vers un outil comme Fabric, vers du Lean Digital, c'est pas
le niveau de complexité reste assez faible. On n'est pas sur des projets complexes type MES, etc. Pour moi, je voulais commenter, il y a ces leviers d'accélération qu'on a matérialisés ici au milieu. En fait, vous en avez 5. Le premier, c'est de quoi on parle? C'est l'accélération des flux de communication. C'est-à-dire que là où vous aviez effectivement des indicateurs qui n'étaient pas forcément bien mis à jour, ou des plans d'action qui n'étaient pas partagés dans un outil unique. Donc, il y avait des frictions, il y avait une asymétrie de l'information entre des équipes support, des équipes de production, ou même, je ne sais pas, des sujets qui mettaient 3 jours à être escaladés. Le fait d'avoir un outil digital unique temps réel, bien sûr que ça va accélérer les choses. Mécaniquement, vous allez prendre des actions plus vite, vous allez résoudre les problèmes plus rapidement, vous allez identifier les écarts plus rapidement. Un deuxième point important, je l'ai déjà mentionné, c'est l'adhésion des équipes. C'est effectivement, on arrive dans des organisations, même pas forcément les plus matures. Je pense à pas mal, notamment d'ETI, où il y a déjà des fondamentaux du Lean qui ont été mis en place. Et il y a un petit délitement autour de l'excellence opérationnelle parce que un désengagement des équipes, parce que le sentiment que ça prend du temps, etc. Donc, le fait de faire gagner du temps, ça va renforcer l'adhésion et ça va redonner un nouveau souffle à la démarche. Cette démarche, vous allez la pérenniser avec un outil digital. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, nous, Fabrique, on a pris des règles. Enfin, on vous donne la possibilité de prendre vos règles, votre système d'excellence opérationnelle et de le mettre dans du code. Donc, c'est quoi? Ça donne un rail, ça donne une trame. Souvent, on arrive dans des situations où on a mis en place, je ne sais pas, des Excel avec des macros, parfois des systèmes un peu type Power Apps ou des outils no-code qui sont très, très flexibles, alors qui ont cette intuitivité, agilité, mais la flexibilité ne permet pas de cadrer et de structurer la démarche. Donc, c'est là qu'un outil comme Fabrique, notamment quand on veut passer à l'échelle, sera beaucoup plus intéressant. La notion de standardisation et la notion de capitalisation de data, ça, c'est intéressant pour des organisations qui ont plusieurs sites, pour des organisations qui veulent avoir un système un peu unifié. Donc ça, dès lors qu'on passe sur je pense à Poquelin, c'est un bon exemple. De sites. Voilà, il y avait ce souhait d'avoir un outil groupe avec un système commun, une même démarche et une même architecture de données. Parce que la même architecture de données, justement, le fait d'avoir un même outil qui s'applique à tout le monde, ça va permettre de parler le même langage. Donc, le directeur du site de Verberie, directeur du site de Gadgio chez Poquelin, ils sont capables de parler le même langage, sont capables de comparer leurs performances. S'ils ont les mêmes process, les mêmes machines, ils sont capables de comparer leurs problèmes, peut-être de s'entraider. Voilà, c'est ça qui va être très utile. Et après, un dernier point, parce qu'on n'améliore que ce qu'on mesure, vous avez des indicateurs de mesure de l'excellence opérationnelle inhérents à une solution comme Fabrique. Vous pouvez savoir combien de problèmes sont remontés, vous pouvez savoir le délai de traitement de ces problèmes, leur récurrence, est-ce que vos tours de terrain sont faits, quel est le score, etc. Donc ça, c'est une manière de passer à l'étape d'après. Et donc, en fait, je dirais, ces leviers d'accélération, ils vont impacter trois éléments de ROI qu'on mentionne. Le premier, c'est le gain de temps. Donc, c'est en fait, vous allez faire gagner du temps à vos équipes. On appelle souvent le LOPI, People Efficiency. Le deuxième, c'est l'accélération de la résolution de problèmes. En fait, parce que vous résolvez, au même titre qu'en mettant en place du Lean, vous allez résoudre plus rapidement ou vous allez résoudre plus de problèmes que ce que vous résolvez avant, il y a un effet d'accélération. Donc, c'est les mêmes problèmes, des accidents, des presque accidents, des problèmes de qualité, des non-conformités, des problèmes d'arrêt machine. Et puis, le dernier élément de ROI, qui est toujours un peu plus difficile à mesurer, c'est en fait, vous allez aussi structurer la démarche de l'excellence opérationnelle. Donc, c'est du temps gagné, c'est de l'argent gagné sur des formations, sur des audits, sur des déplacements d'équipes qui sont souvent nécessaires pour un peu tenir le système, quoi. C'est toujours un petit effet béquille. On a des équipes qui sont hyper investies, des équipes d'excellence opérationnelle ou d'amélioration continue. Un outil numérique leur permet de beaucoup plus cadrer et structurer la démarche. Voilà. Et in fine, c'est l'ordre de grandeur qu'on mesure. On l'a mesuré avec vous, on mesure avec notre partenaire Schneider aussi. On parlait de ton passé chez Schneider. On avait fait un super webinaire avec eux il y a 1 an. Voilà, c'est une accélération de 20 à 30% supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez gagné 5 à 10% d'efficience, peut-être vous gagnerez 20 à 30% en plus. Mais la condition, bien sûr, c'est d'avoir déjà eu des gains grâce au Lean. Si vous êtes encore au stade où le Lean est balbutie, l'accélération, forcément, a un impact faible.
Ouais, c'est vrai que souvent, moi, sur les AIC, la première chose qu'on fait quand il n'y a vraiment rien, c'est on prend un chef d'équipe et on regarde sur une semaine complète, il fait ce qu'on appelle une day in the life, pendant une semaine ou quelques jours, combien de temps cette personne passe à seulement faire des points avec son équipe parce que c'est pas organisé. Combien de fois il passe la même information à différentes personnes. C'est plusieurs dizaines d'heures en fait, hein, par semaine ou par mois. Et déjà, le fait de ritualiser et de synthétiser, vous allez descendre et diviser par 2 ou 3 ce temps et le rendre beaucoup plus efficace parce qu'il y aura une mesure. Ensuite, si vous voulez descendre encore plus bas au niveau du temps passé, parce que ça reste en fait des temps rouges, hein, point de vue ligne, tout ça, eh ben, le digital va vous accélérer tout ça encore derrière. Et notamment dans un contexte de multisite, ça c'est super intéressant. D'ailleurs, j'avais discuté avec une ETI qui a plusieurs sites. C'est assez fou la non-communication qu'il peut y avoir entre différents sites, juste parce que souvent on se dit ouais, mais c'est pas comparable, je calcule pas ma perf de la même manière, etc. Alors qu'en fait, c'est une mine d'or d'intelligence collective qui n'est pas utilisée. Il y a beaucoup d'entreprises qui réinventent des standards, qui réinventent des choses sur un site qui peut être juste à 200 km plus loin ou 100 km et qui pourrait gagner beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que en fait, la force souvent des grands groupes, c'est cette capacité à être dans l'excellence opérationnelle et être dans la capitalisation et à ne pas réinventer un truc qui a déjà été faillieur et qui fonctionne très bien et d'aller sur le problème d'après en fait. Et donc, ouais, la bonne incarnation de ça, enfin illustration, c'est moi je l'ai vu plein de fois, c'est les cahiers. Ouais. Tu as le cahier Kaizen avec toutes les fiches, tous les 8D. Voilà, et tu te dis, mais en fait, ça, c'est une mine d'or, quoi. Le temps qui a été passé, l'intelligence collective qui a été mise là-dedans. Qui n'est pas utilisé. Pour pouvoir l'utiliser, quoi. Ouais. Ok, on arrive sur un peu la partie, je dirais, c'est un peu plus discussion, débat qui se veut collaborative. On a la question qui se pose forcément, c'est est-ce que je suis prêt où est-ce que je me situe par rapport à ce diagnostic initial de, par exemple, si on prend le cas des AIC, je fais des AIC, mais je sens que elles sont un peu fébriles ou elles ne sont pas déployées partout. La question qui se pose initialement, c'est l'état des lieux. C'est est-ce que j'ai mis en place les basiques du Lean? Est-ce que tu pourrais nous, Julien, donner un peu de ton analyse de cette question? Ouais, en fait, alors déjà, bon, c'est vrai que c'est assez simple déjà quand on arrive dans une entreprise et qu'on voit du management visuel, des tableaux d'animation et qu'on voit que ça vit, c'est-à-dire qu'il y a les dates ne datent pas d'il y a un an, des actions et que ça vit et qu'il y a des meetings qui sont faits régulièrement. Déjà, on a un système qui est en place. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça, en fait, hein, déjà. Ensuite, est-ce que vraiment toutes les personnes sont focalisées sur ce qui se passe en production? Par exemple, vous êtes une entreprise avec un bureau d'études, de la logistique. Est-ce que tout le monde regarde bien et fait ce qu'on appelle des Gemba Walk, aller là où se crée la valeur? Donc, la valeur peut se créer en prod, peut se créer en logistique, peut se créer dans un bureau d'études. Hein. Et du coup, est-ce qu'on est sur la résolution de problème? Est-ce qu'on va au plus proche du problème avec les personnes qui passent 8 heures, 7 heures par jour sur la machine? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les questionne? Est-ce qu'ils ont un moyen de remonter ce problème-là? Puisque les AIC aussi, ça sert à avoir, tu le disais François, un rail et un canal de communication unique dans lequel je ne vais remonter les problèmes que comme ça. Et pas, je fais un papier par-ci, je vais voir la personne en direct, je remonte ça dans un fichier Excel. Vous éparpillez en fait la remontée de problèmes. L'idée, c'est d'avoir un canal commun qui permet d'être efficace en fait. Surtout quand on est plusieurs centaines sur un même site. Et puis après, derrière, c'est intéressant de voir si vos AIC, vous les auditez aussi un peu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une remise en question tous les ans de vos cycles? Est-ce qu'il faut faire évoluer les différents cycles, les niveaux 1, 2, donc production, service support sur la direction? Est-ce qu'il y a une remise en cause du visuel aussi, potentiel? Est-ce qu'on veut changer les couleurs? Est-ce qu'on veut changer les indicateurs? Rendre un petit peu plus fun ou un petit peu plus sympa la partie communication. Et donc, ça, c'est des preuves de est-ce qu'il y a des basiques du Lean. Ensuite, les autres basiques, c'est est-ce que vous faites des 5S? Est-ce que vous résolvez les vrais problèmes clients liés à la qualité? Est-ce que vous veillez à ce que vos équipements soient les plus performants possibles? Est-ce qu'il y a des temps donnés dédiés à la résolution de problèmes tous les jours? Est-ce qu'il y a des chantiers, etc. etc. Est-ce qu'il y a une vraie dynamique, hein? Souvent, on dit que les démarches Lean vont se faire en plus de votre quotidien. C'est pour ça que c'est un effort à faire d'abord.
C'est un peu comme la course à pied, hein. C'est un temps que vous allez prendre sur un temps que vous faisiez autre chose. Mais après, petit à petit, ça va rentrer dans une culture et vous ne pourrez plus faire sans, en fait. Donc, après, derrière, il y a la partie, j'enchaîne avec la question après, forcément, la partie formation est super importante. Moi, je le vois bien, dans les grandes entreprises, il y a des vrais programmes et les programmes sont faits conjointement avec les sites industriels, les directions industrielles et la partie RH. C'est hyper important parce que vous allez faire monter en compétence tous vos people et c'est important de les valoriser et de leur donner peut-être un plan de carrière aussi, de dire comment ils peuvent évoluer, comment ils vont rentrer dans une phase plutôt de manager parce que ces AIC, il y a un côté leadership, management aussi, donc il faut former les équipes sur ce plan-là, quelle posture ils doivent avoir, toute cette animation, quel discours. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est l'idéal quand il y a un plan de formation. Nous, on le voit bien, il y a des entreprises qui le font très, très bien. Et on est en contact en direct avec autant les personnes du ligne que la partie RH. Et donc, voilà. Moi, j'ai une petite question là-dessus. Alors, il faut qu'on surveille un peu le temps parce que l'idée, c'est aussi Ouais, d'avoir ouais. une réponse. Si, imaginons, je suis responsable d'amélioration continue ou responsable de site, j'ai déjà, moi, une certaine culture du lean, connaissance du sujet, mais mes équipes, mes superviseurs d'équipe notamment, je sens un écart, je sens qu'ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire concrètement, je peux leur faire passer un petit programme Yellow Belt et déjà, Ouais. ils vont pouvoir monter d'un cran sur les AIC? Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de bien définir la vision de la boîte, c'est-à-dire où est-ce qu'elle veut aller et sur quels indicateurs ou quels KPIs de performance on n'est pas très bon. Est-ce que le délai, c'est hyper important pour aller chercher des nouveaux marchés, la perf machine, etc. Donc, en règle générale, alors, le top du top, c'est que toute l'entreprise, du directeur financier jusqu'à l'opérateur, soit au moins sensibilisé c'est quoi la philosophie, gaspillage, la notion de Kaizen, les 5 principes du Lean, etc. D'où ça vient, pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot Lean. Et ensuite, idéalement, vu qu'il y a une roadmap qui peut être faite, ça c'est l'idéal, il y a une roadmap avec des chantiers et des actions, et bien que quand on va former des niveaux Yellow Belt, des techniciens ou des opérateurs, on est tout de suite à l'issue de la formation, voire en parallèle de la formation, une résolution de problème à réaliser. Ça, c'est un double intérêt, une mise en pratique directe sur le terrain et un ROI direct financier pour l'entreprise et une valorisation supplémentaire de l'employé, en fait. Okay. Et après, on peut monter sur des niveaux green. Alors, en général, soit on fait green-yellow, soit yellow-green, ça dépend. Et ensuite, derrière, effectivement, c'est quand même important de bien recaler ça sur une roadmap. Faire de la formation sans roadmap, ça n'a pas trop de sens, en fait. Faire de la roadmap sans formation, vous allez vous essouffler et il n'y aura personne sur le terrain qui va comprendre ce que vous voulez faire, quoi, en fait. Ok. Moi, je vais prendre aussi la parole sur un point qui est la disponibilité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la maturité du système, il y a je dirais la maturité culturelle des équipes. Il y a aussi leur disponibilité. Et nous, c'est un des points d'ailleurs sur lesquels on est assez vigilant quand on lance le projet de déploiement de fabrique. C'est à quel point vous allez avoir des personnes qui peuvent être dédiées à ce projet de digitalisation. Encore une fois, ce que je dis, on n'est pas sur des éléments complexes. On parle de basculer des tableaux blancs, des checklists sur un format digital. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'intégration, il n'y a pas de connexion machine, ça n'a rien à voir avec des projets type ERP, MES. Maintenant, il faut avoir quelqu'un pour insuffler et gérer le projet. Pour être très concret, un pilote fabrique sur 3 mois, les 2 premiers mois, c'est 2 jours par semaine qui doivent être complètement dédiés du chef de projet. Donc, ça peut être une personne d'amélioration continue. Parfois, ce sont des gens de la production qui sont capables de dégager ce temps-là. Et dédié pour suivre le projet, le mener, gérer la configuration, gérer post-kick-off, où nous on fait une formation, gérer la formation ou le suivi de la formation des équipes, s'assurer qu'il y ait une bonne adhésion. Donc ça prend quand même un peu de temps et ça, c'est assez important. Il y a un autre point qui est une question qui est souvent posée, c'est la compréhension. Donc on comprend les fondamentaux du lead, on comprend l'intérêt de basculer ces AIC sous forme digitale ou ces Gamba sous forme digitale. Et comment ça s'articule avec ce que j'ai déjà mis en place? Parce qu'on est sur des organisations qui ont déjà, pour certaines, une petite maturité digitale. Donc, c'est quoi? J'ai une GMAO, j'ai un MES, j'ai un ERP ou je suis dans un projet ERP. Voilà, comment ça s'articule avec tout ça?
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, en fait, un point important, c'est que Fabric, on ne dépend pas de l'existence d'un MES pour pouvoir apporter de la valeur. C'est pas tant la question du MES qui va se poser. Alors, effectivement, une majorité de nos clients ont déjà mis en place parce qu'ils ont déjà travaillé sur la mesure de la performance de leur machine. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez déjà une connaissance de vos indicateurs, des indicateurs à suivre dans votre AIC, que cet indicateur il découle d'un MES ou d'un autre outil, c'est pas très important. Et l'autre point important, c'est si vous voulez améliorer cette partie-là, aller plus vers de l'automatisation, mettre en place un MES qui sont des projets qui sont longs et coûteux, avec un ROI fort, mais qui sont, un timing qui est beaucoup plus long. N'attendez pas la fin de ce projet pour avancer sur un projet comme Fabric. Fabric, l'intérêt, c'est que c'est un petit projet un peu plus facile. Ça veut aussi vous donner la possibilité de faire des petits pas, de mettre en place du digital, de faciliter le quotidien de vos équipes. Si vous attendez 2 ans d'avoir votre grosse machine installée, votre MES, un projet très complexe, pour basculer des tableaux blancs vers une version plus intuitive et plus digitale, ça risque aussi de générer de la frustration. Donc, il n'y a pas forcément cette imbrication. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous n'avez pas la possibilité de mesurer votre TRS ou que vous n'avez pas vos indicateurs qui sont prêts, vous n'êtes probablement pas prêt pour basculer sur un outil comme Fabric. Mais ça ne dépend pas de la mise en place du MES. Je ne sais pas si Julien, tu avais... Du coup, ouais, juste une question peut-être pour toi. Est-ce que dans l'entreprise cible, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'IT, un informaticien? Est-ce que tu as besoin d'avoir Internet ou le réseau dans l'usine? C'est quoi les bonnes bases en fait qu'il faudra avoir ou est-ce qu'il y a besoin de ça en fait? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça? Alors, les bases, c'est pour mettre en place une solution comme Fabric, il faut une connexion Internet dans l'atelier, parce qu'on a un outil dans l'atelier, donc forcément, il faut qu'on puisse être utilisé. Si vous faites vos rituels, vos AIC dans l'atelier, on va venir mettre un écran. Si vous faites des Gemba, forcément, là où se crée la valeur, c'est dans l'atelier, donc il faut avoir une connexion. Alors, on a une application mobile qui permet de faire du offline. Donc, le Wi-Fi n'est pas forcément nécessaire dans l'atelier. En revanche, il faut au moins avoir une connexion filaire. Et après, sur la partie hardware, effectivement, les outils qu'on utilise sont soit du mobile, tablette et des écrans tactiles. Donc, ça veut dire que les personnes de l'IT, de la DSI, en fait, nous, on les sollicite assez peu. Donc, on va solliciter le plus, c'est bien évidemment nos utilisateurs, donc les gens de la production, et eux, ce sont les utilisateurs du quotidien, et puis les équipes de excellence opérationnelle. Maintenant, quand on passe, je dirais, sur l'étape d'après d'un projet d'AIC digital, c'est l'automatisation des indicateurs. Effectivement, à ce moment-là, quand vous avez déjà mis en place les rituels sous forme digitale, vous voulez aller encore plus loin et dire, maintenant, la mise à jour, je veux qu'elle soit temps réel, ou je veux faire des scripts automatiques depuis mon MES, ou par exemple des actions qui sont prises dans Fabric, qu'elles soient envoyées dans la GMAO. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on a l'habitude de voir. C'est à ce moment-là que vous pouvez effectivement solliciter profil informaticien, donc un peu plus tech, pour gérer la connexion des flux. Et où là, ça peut être effectivement un projet à part entière. La majorité de nos clients ont les ressources. Parfois, ce n'est pas le cas, et parfois, ils passent par une équipe, par un prestataire un tiers pour gérer ça. Mais pour lancer un projet Fabric, effectivement, l'implication de l'IT est assez faible. Ouais. Yes. Du coup, je vois que il nous reste 10-12 minutes. Il y avait une petite question sur le chat que j'ai vue là, pour toi. Donc, je te dis la question. Donc, chaque organisation utilise ses propres outils Lean qui sont souvent adaptés à la réalité de l'entreprise. Est-ce que dans Fabric, il y a des solutions incluses déjà de modèles d'outils Lean? Voilà. Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il y a dans Fabric, c'est la possibilité d'adapter les visuels à votre manière de fonctionner. Donc, effectivement, même si on parle du tableau blanc, les formats peuvent varier, etc. Donc, on a cette couche, je dirais, de personnalisation. Concrètement, si je prends le tableau de bord, ce sont des widgets. Vous pouvez vous allez créer des petits blocs. Vous avez des blocs, mon indicateur, mon bloc de plan d'action, mon bloc avec mon Kamishibai, mes routines, mes communications, mes passages de consignes, etc. Et après ça, vous l'imbriquez et vous mettez la couleur que vous souhaitez. Ça permet c'est assez souvent, il y a un souhait quand même de recréer une cohérence entre le traditionnel et le digital, d'avoir un peu cette visibilité. On n'a pas aujourd'hui de logique de template à la demande, disponible comme ça, avec une sorte de bibliothèque
Ouais, avec un Ishikawa, un 5 pourquoi ou 5S, je sais pas. Alors ça, on les a, Ça, effectivement. vous Si avez? on Ok. regarde ces outils, l'Ishikawa, le 5 pourquoi sont des outils qu'on a. Je parlais plus du tableau de bord, dire voilà, il y a le tableau de bord SQCDP comme ci, comme ça. C'est des choses qu'on crée en fait ensemble lorsqu'on met en place le pilote fabrique avec l'équipe. Et effectivement, il y a la possibilité, vous avez dans les tableaux de bord personnalisés la possibilité de créer différents formats de tableaux de bord. Et souvent, ce qu'on voit, c'est il y a une demande au niveau du site ou du corporate, du groupe, de dire voilà, nous, on veut ce standard, ce format-là, on le crée et on le déploie un peu partout, s'assurer que sur la IC1, la IC2, la IC3, il y a le même mode de visualisation. Ouais. Ensuite, chaque chef d'équipe, chaque responsable d'AIC peut se créer ses visuels à lui. Ouais. Donc, peut avoir sa formalisation personnelle. Donc, ça petite touche. c'est important parce que ça permet aussi de s'approprier l'outil, quoi. Pas juste de se faire imposer un standard. Ouais. Top. Je ne sais pas s'il y a des questions que je ne vois pas, peut-être. Ou nous, on peut voilà. Alors, il y a une question. Comment garantir la sécurité des données dans le cadre d'une démarche ligne digitale? C'est effectivement une très bonne question. Le sujet de cybersécurité, nous, c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand on lance un projet et quand on déploie à plus grande échelle. Donc, on a pour ça une équipe cyber qui gère ces questions. La garantie, c'est 2 points. C'est s'assurer que le prestataire en face répond aux exigences, aux normes. Il y a la norme ISO 27001, par exemple, qui je pense, est le meilleur standard pour évaluer ça. Et puis après, contractuellement, ces éléments de sécurité des données, c'est des choses qu'on met dans le contrat sous la forme d'engagement, de respect des données personnelles. Il y a très peu de données personnelles dans Fabric. Ça va être le nom, prénom, potentiellement la photo, mais c'est tout. Et puis sous la forme de SLA, donc Service Level Agreement, permettent de garantir une certaine qualité de service sur le traitement, la sécurité des données. Yes. Peut-être commenter le sondage au passage. Ouais. Alors, il y a une réponse sur une dizaine de réponses. Ce qu'on voit aujourd'hui, avec les participants, c'est qu'on a principalement des gens qui ont une démarche lancée ou adoptée. Donc, c'est en train d'évoluer d'ailleurs en live. Ok. Non, donc voilà, n'hésitez pas à répondre, comme ça on peut compléter à la fin. Ouais. Et sur la partie digitale, 30% des gens qui pensent que le digital est trop compliqué, ligne digitale est trop compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que le but, c'est de comprendre tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est compliqué? Alors, j'ai une question de Laurence. Si la maturité de la culture ligne n'est pas encore suffisante, n'existe pas un risque à déployer les outils digitaux, risque de ligne à distance? C'est une très, très bonne question. Alors, je peux commenter et puis je te laisserai. En fait, ça, c'est quelque chose, je pense, qui explique la faible pénétration du ligne digital. On a tellement mis l'accent sur le côté visuel. Il faut que les choses soient visibles dans l'atelier. Le digital fait peur dans ce sens parce qu'on a l'impression que les gens vont collaborer à distance, à écran interposé, etc. Il se trouve que le Covid a accéléré la prise de conscience du besoin de passer au digital. Mais ça n'enlève pas le fait que quand vous faites une AIC digitale, ça reste une AIC. Les gens sont là, physiquement présents. Le tableau de bord, il est physiquement présent dans l'atelier. Quand vous faites un Gemba, quand vous faites un tour de terrain sous forme digitale, vous restez là où la valeur se crée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut justement un peu démystifier et éviter justement le risque parce que les gens ont un outil digital, ils ne viennent pas aux réunions, ils ne viennent pas aux AIC. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment clarifier. Il ne faut surtout pas que le passage au digital change la manière de fonctionner. Ouais, je pense qu'il faut le voir comme un support, comme par exemple, je ne sais pas moi, mais un outil de traitement de texte, ça n'empêche pas les gens d'écrire, quoi. Il n'y a jamais eu autant de gens qui écrivent des choses, quoi, c'est vrai. Par contre, le fait d'écrire, c'est quand même, il faut le faire, quoi. Ça va pas se remplir tout seul, quoi. Les indicateurs, ils peuvent se remplir, mais les problèmes, ils vont pas se résoudre tout seuls, quoi. Il faudra forcément que des gens se regroupent à un moment donné, brainstorm, discutent, échangent, aillent sur le terrain, puisque on reste sur une activité de flux physique.
Donc forcément, il faut aller sur le terrain physique. Vous seriez, voilà, nous dans notre startup, tout est digitalisé, une grosse partie. Même moi, j'ai des tableaux visuels chez moi parce que, et d'ailleurs, je pourrais peut-être apprendre un tableau chez la fabrique, mais parce que j'ai besoin, en fait, on a besoin à un moment donné d'avoir une partie terrain parce qu'il y a un risque que tout se fasse à distance. Mais effectivement, ça reste un support. Et donc, c'est là où, si vos rituels sont pas bien ancrés, warning, effectivement. Et il faut vraiment le voir comme un atout, quoi, une accélération, en fait, une réduction de gaspillage, quoi. Moi, je le vois un petit peu comme ça quand même. Enfin, je vois chez Schneider, ils ont pivoté il y a plusieurs années sur du digital parce que l'AIC traditionnel prenait beaucoup de temps. J'allais faire mon tour de terrain, je notais sur mon cahier, j'allais sur mon fichier Excel, ça me calculait mes différents indicateurs, je réécrivais ça sur mon tableau au Velleda, je faisais ma résolution de problème en animation, ces nouvelles données, je les réinjectais dans mon fichier Excel. Donc, vous voyez, il y a plein d'allers-retours entre différents fichiers. Là, vous l'inscrivez directement, l'action se fait toujours, mais la donnée, elle est rentrée qu'une seule fois. Vous ne la rentrez pas 4 fois, quoi. Je passe à la question d'après, donc de Johan. Pour mesurer les gains additionnels, vous proposez donc de suivre le manager avant la mise en place de fabrique pour mesurer le temps passé au remplissage et au passage d'infos. Alors effectivement, ça on parlait des différents leviers. Je peux revenir sur la slide en question. C'est le premier, ce que j'appelle l'overall people efficiency. Ça va être le gain de temps global de la digitalisation, du passage, du fait que y a de l'information qui est disponible plus rapidement, de l'information qui peut être automatisée, etc. Nous, ce qu'on voit, c'est en moyenne 30 minutes à 1 heure par jour par chef d'équipe, donc animateur d'AIC, en incluant aussi la partie Gemba, tour de terrain. Ça, c'est des choses qui sont faciles à mesurer parce qu'en allant sur le terrain, les gens s'en rendent compte et souvent nous le disent. Donc après, vous pouvez extrapoler et voir ce que ça représente en termes de... On parle souvent de soft savings, en fait. C'est de la meilleure allocation de temps. Vous enlevez des non-valeurs ajoutées liées à de l'administratif et des doublons. Et après, il y a un autre élément de ROI à prendre en compte qui est peut-être un peu moins immédiat, mais que vous allez mesurer. C'est au même titre qu'en mettant en place du Lean, vous avez mesuré des gains d'efficience. En mettant en place du Lean digitalisé et en le déployant, à partir d'une certaine maturité, vous allez mesurer l'accélération de ces gains. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire soit avant de lancer votre projet, vous dire, nous, le Lean, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et in fine, on a gagné 5-10%. Si vous devez estimer ce que le passage au digital peut vous apporter, ce sera 20 à 30% de ça, quoi. Et ça, c'est des choses que vous pourrez mesurer a posteriori plus raisonnablement avec un contrôleur de gestion dans vos comptes. Ça reste toujours une hybridation, un mix entre la robustesse du process et le respect l'engagement des équipes et l'outil digital. Donc, c'est difficile de dire, il n'y a que le digital pour ça, mais c'est cet effet d'accélération. Le troisième point qui est vraiment sur la démarche d'excellence opérationnelle, en fait, comment vous mesurez le gain d'avoir un outil plus standardisé, d'avoir une démarche commune aux différentes équipes, ou même, je sais pas, d'avoir des 8D qui sont partagés entre différents sites. Ça, pour le coup, c'est assez difficile à mesurer. Il y a une dernière question peut-être. Comment une entreprise peut-elle savoir si elle est prête à adopter le Lean Digital? Et comment le Lean Digital peut aider une entreprise à se différencier de la concurrence et à gagner des parts de marché? C'est une bonne question, ça. Ouais. En fait, moi, c'est vrai que je regardais la question. En fait, alors, je ne sais pas si on peut gagner des parts de marché en direct, mais en tout cas, le fait de montrer à des futurs clients que vous maîtrisez votre process, que vous mesurez, que vous êtes dans une phase d'amélioration, ça va forcément rassurer certainement déjà vos clients actuels. Oui. Le fait de faire du lean, là, on a des exemples dans des entreprises où le fait d'avoir stabilisé des délais, ça a renouvelé des contrats avec des clients, par exemple. Donc ça, c'est plutôt la partie amélioration continue au sens large. La partie digitale, c'est aussi être un peu dans l'air du temps aussi, c'est-à-dire que les problèmes de recrutement dans l'industrie, c'est un gros problème. Le fait d'avoir une entreprise avec du management visuel sympa, cool, qui fonctionne bien, pas une usine à gaz où c'est hyper compliqué de comprendre comment ça marche. Là, c'est un flux unique. Un onboarding d'une nouvelle personne, donc une nouvelle personne arrive, ça sera plus simple, j'imagine, qu'une entreprise où on ne sait pas trop comment on calcule, comment c'est mesuré. Voilà. Donc, il y a un effet d'attractivité, je pense, autant pour les clients que pour les profils.
voilà, c'est le 21e siècle, quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est d'aller… Je pense que c'est aussi c'est de l'attractivité, ça peut être des gains de part de marché ou de la fidélisation. Ouais. Mais effectivement, c'est une manière de. Il faut aussi voir ça comme un outil de communication. Nous, on le voit, on a beaucoup de clients et on est ravis de communiquer avec eux, qui sont ravis de nous inviter dans l'atelier. On fait des vidéos. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. Parce que on est toujours content de montrer qu'on fait de l'excellence opérationnelle. En plus, en 2023, le digital, c'est devenu un prérequis pour beaucoup de gens. Donc, c'est une manière de communiquer. Après, c'est une manière ça facilite peut-être les visites de sites. Peut-être que vous serez plus enclin à faire venir des gens chez vous si le site est un peu plus, entre guillemets, un peu plus sexy. Désolé pour le terme, mais voilà. Et donc, qui dit peut-être plus de visites de site, dit plus de parts de marché. Ça reste direct, mais ça reste un outil de communication. Ou plus d'attractivité. Le fait de digitaliser aussi, peut y avoir un potentiel télétravail aussi. Ça peut être facilité par une mesure. Voilà, on peut peut-être avoir à un moment donné une demi-journée, une journée d'un responsable de production qui est à distance pour travailler sur d'autres sujets. Ça peut aussi, c'est un vrai sujet, le télétravail dans l'industrie, c'est compliqué. Dans les métiers où il y a un flux physique, ça peut aider, ça peut aider. Et donc, ça peut attirer des profils et donc attirer des visites, des clients. Voilà, je pense que c'est un plus, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a tous vécu avec le Covid. Ça a été un énorme accélérateur de digitalisation de l'excellence opérationnelle. Enfin, nous, on l'a mesuré. L'impératif du télétravail, qui était un impératif maintenant qui devient quasiment un prérequis ou une exigence des salariés, n'est possible que dès lors que vous avez du contenu digital. Si le tableau de l'AIC il est physiquement dans l'atelier, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Yes. On va peut-être prendre alors, il est midi. S'il y a une dernière question, on va la prendre. Fanny, dans le cas d'une entreprise multisite, y a-t-il des erreurs à ne pas commettre pour déployer largement Fabric sur l'ensemble des sites ? Il y a effectivement, nous on l'a mesuré parce qu'on a commencé avec nos premiers clients et certains. Je pense à un client qu'on aime beaucoup citer, qui a été vraiment important pour nous, c'est le groupe Lizzy, où la démarche Fabric, elle s'est déployée rapidement à grande échelle sur une trentaine de sites. À un moment où effectivement la solution, il n'y avait pas encore cette couche, je dirais, de standardisation, de cadrage de la démarche. Et on a eu la conversation avec Lizzy au bout de 2 ans, et même s'il y a eu cette adoption fulgurante et puis une vraie satisfaction sur le terrain, peut-être quelques frictions, une frustration de l'équipe excellence opérationnelle sur le fait que certains basiques n'étaient pas forcément respectés comme il fallait. Tout le monde ne faisait pas l'UID de la même manière, ou il y avait peut-être des typologies de problèmes qu'il fallait configurer. Pour ça, on a créé une fonctionnalité qui s'appelle les tickets templates, qui permettent de catégoriser des types de problèmes, etc. Donc, je dirais effectivement, et d'ailleurs, on a intégré ça dans notre démarche, maintenant, quand on passe à l'échelle avec des clients, on fait des ateliers. On a 5-6 ateliers qui permettent de définir, de cadrer, voilà, quelle est la démarche, qu'est-ce que c'est que l'excellence opérationnelle dans Fabric déployée à plus grande échelle, pour cadrer ça avant d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, je dirais qu'effectivement, ça, c'est peut-être un point de vigilance à avoir, de cadrer ça, sans pour autant imposer, ou voilà, ça reste une démarche qui doit venir du terrain, donc il faut aussi que les gens s'approprient la solution. Top. Dans tous les cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on vous enverra les liens avec les livres blancs, tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux aussi, sur LinkedIn typiquement, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, vous posez les questions en direct et de toute façon, on gardera le lien. Top. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une belle après-midi. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et merci, Julien. Merci à toi, François. Ouais, c'était cool. Et bon après-midi à tout le monde et bon appétit, là, du coup, puisqu'il est midi. Voilà, c'est ça. À très vite. Au revoir. Salut, ciao.